Je suis très heureux de donner la parole à Bernard Stiegler, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation, président de l'association Ars Industrialiste et membre du Conseil national du numérique. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pour cet exposé très intéressant pour moi. Je vais tenir des propos un peu plus généralistes. C'est le défaut des philosophes. Le grand défaut des philosophes, c'est de parler de choses tellement générales qu'on peut pas les contredire. Bon, mais je vais essayer quand même de ne pas être pas trop prêter le flanc à ce défaut-là du philosophe. J'ai un peu changé mon titre. D'ailleurs, je ne me souviens pas si j'avais donné un titre, j'avais donné un résumé, ça je me souviens, mais je ne me souviens pas si j'avais donné un titre. Mais en tout cas, là, je vous propose un titre qui est Pharmacologie de la contribution. Avant de développer un peu mon argument, je voudrais souligner un point. Alors d'abord, on m'a demandé d'intervenir sur l'économie de la contribution, dans une chaire qui est dédiée aux données personnelles. Mais je voudrais souligner le fait qu'il y a des économies de contribution qui ne reposent pas sur les données personnelles. Ça, c'est très important, parce que si tout à coup on rapporte la contribution aux données personnelles de manière directe, on va manquer tout un pan de l'économie, de ce que j'appelle, moi en tout cas, l'économie de la contribution. Par ailleurs, j'ai une façon de travailler qui est une rhétorique, en fait, qui consiste à dramatiser les situations. Ça n'est pas pour simplement... Alors les gens qui me détestent disent « ouais, ben ça c'est classique, ça marche bien dans les médias, tout ça. Bon. » Et c'est peut-être pas faux, mais je pense que la dramatisation est un mode de pensée aussi. Et quand je dis dramatiser, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas ni de vous faire peur, ni de vous faire rêver. Il s'agit de raisonner pharmacologiquement, précisément. C'est-à-dire que le pharmacone est dramatique. Et donc, quand on est approche pharmacologique des questions, on est nécessairement confronté à des questions de dramatisation, c'est-à-dire d'action, parce que drame, ça veut dire action, tout simplement, au départ. Donc, on est dans l'action, mais on est dans l'action avec tout ce qu'elle comporte du risque, de promesses, etc. Par ailleurs, je vais essayer de traiter ce sujet dans un contexte spécifique avec Dominique, qui s'y présente, nous avons appelé le blues du net. Voilà. Sur une tribune que nous avons fait ensemble sur son blog, sur le journal, sur le monde.fr. Qu'est-ce que c'est que le blues du net? La première fois que j'ai utilisé cette expression, c'était à l'invitation de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est assez bien connu dans le monde des activistes, qui s'appelle Gert Levink, qui anime le centre d'études des médias numériques d'Amsterdam, et qui chaque année organise une conférence. Et voilà, j'ai commencé à avancer, c'était l'an passé, il y a 1 an et demi, ou je ne me souviens plus, il y a 1 an et demi, il y a 6 mois, je ne me souviens plus. Enfin, c'était dans un passé pas très lointain, j'ai avancé cette idée que nous étions en train d'entrer dans, je dirais, la prise de conscience pharmacologique des enjeux du net, du numérique, du web plus spécifiquement, etc. Prise de conscience pharmacologique qui pose des problèmes, qui, par exemple, fait que tout à coup, une espèce de blues, pour le dire dans un mot plus français, de malaise, disons, de malaise est provoqué, y compris dans les communautés les plus activistes, avec un H, les plus convaincus des bienfaits, de la nécessité de s'engager dans le numérique. Alors évidemment, tout le monde pense à Snowden aujourd'hui, mais c'est bien avant Snowden que ça a commencé, ce malaise. Ça a commencé, on en a d'ailleurs parlé au Conseil national du numérique, ça a commencé avec ce qu'on appelle les GAFA, et ce que certains, aux États-Unis, parce qu'on croit toujours que c'est les Français, non, c'est aux États-Unis qu'on appelle les cavaliers de l'Apocalypse. Donc tout ça, on dit long, dans cette rhétorique-là, on dit très long. Et ça, c'est une évolution récente qui' parce que je pense qu'elle est intrinsèquement inquiétante, mais en même temps,
qui me paraît indispensable et nécessaire. Que ça fait des années, en particulier avec Ars Industrialis, dont je suis, comme l'a rappelé Patrick, un des membres fondateurs et aujourd'hui le président. Depuis l'origine d'Ars Industrialis, nous disons premièrement, le numérique en général est porteur d'une possibilité de changement très importante. Deuxièmement, c'est un pharmacone. Donc cette possibilité de changement peut être une catastrophe. Pas du tout une possibilité de changement positive en soi. Et nous ajouterons troisièmement, et ce n'est pas accessoirement, elle ne sera pas une catastrophe si la conscience pharmacologique de ce média, qui est très porteur de promesses, est suffisante pour limiter les effets empoisonnants et augmenter les effets curatifs. Parce que c'est ça que veut dire pharmacone. C'est un terme que j'emprunte à Socrate, repris par Platon, et qui est, bon, tout le monde le sait je pense, mais je le redis quand même, parce qu'il peut y avoir des gens qui l'ignorent, qui est utilisé notamment par Platon pour décrire les effets qu'il considère lui catastrophiques. C'est une espèce de blues de l'alphabet à l'époque, hein, sur la société grecque. Il y a un moment, et en particulier sur Athènes, il y a un moment au cours du 5e siècle où on commence à attribuer à l'alphabet, à l'écriture, et surtout à la façon dont certains l'utilisent, les sophistes, des responsabilités dans le fait que, vous le savez peut-être, c'est la guerre civile à l'époque à Athènes. Hein, donc c'est pas la joie. Hein, même si on voit le Parthénon aujourd'hui, quand on va, c'est pas toujours très rose la vie en Grèce ancienne, et en particulier à cette période-là d'Athènes. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui essayer de faire, c'est décrire d'abord ce que c'est que la contribution, selon moi, ce que nous appelons, disons. Je ne vais pas décrire ce que c'est que la contribution. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire ce que sont les choses comme ça. On est toujours obligé de dire du point de vue dont je parle, etc. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne et ce qui concerne Ars Industrialis, et aussi l'Institut de recherche et innovation d'ailleurs, parce que là-dessus, tout ça est très homogène, nous avons une certaine conception de la contribution, donc je vais en parler pour commencer. Ensuite, je vais essayer de dire d'esquisser ce que pourraient être les attendus, les considérants préalables à ce que pourrait être une typologie pharmacologique des modes de contribution. Parce qu'il y a des modes de contribution qui sont extrêmement toxiques, qui sont extrêmement problématiques. Par exemple, les contributions cachées, involontaires, etc., qui peuvent conduire à des processus que j'appellerais tout à l'heure de désindividuation, ou dans un langage qui paraît à certains daté, de prolétarisation. Parce que je vais parler du prolétariat maintenant, et du cognitariat. Avant de développer ce point, je veux juste aller d'emblée dans notre thèse centrale à Ars Industrialis. Nous disons il faut passer d'une économie de consommation à une économie de contribution. Ce qui, d'une certaine manière, pose déjà en principe que la consommation contributive, ça n'existe pas. Ou bien on est dans de la consommation, et on n'est pas dans du contributif. Ça peut être dans de l'apparence de contributif. Ou bien on n'est plus dans de la consommation. On est dans autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation, bien entendu. Il y a de la consommation. Mon ordinateur consomme de l'électricité. Je consomme votre attention. La plante consomme des photons et du carbone, etc. Tout consomme. Le vivant consomme, bien entendu. C'est pas dans ce sens-là que je parle, vous l'avez bien compris, de consommation. C'est au sens où existe quelque chose qu'on appelle parfois la société de consommation, ou l'économie consumériste, ou le consumer capitalisme, et où, dans ce cas-là, on a affaire à une économie qui repose sur une opposition fonctionnelle entre production et consommation. Ça n'empêche pas des producteurs d'être aussi des consommateurs, et éventuellement même de ce qu'ils produisent eux-mêmes, mais quand ils sont dans une position de producteur, ils ne sont pas dans une position de consommateur, et réciproquement, et en général, ils ne coïncident pas de toute façon. Il y a des cas limites, mais en général, ils ne coïncident pas. Cette économie-là, c'est une économie dont je vais essayer de dire pourquoi tout à l'heure, elle repose sur la prolétarisation. D'abord des producteurs, ensuite des consommateurs, et enfin des décideurs eux-mêmes. La thèse que nous soutenons à Ars Industrialis, c'est que l'économie de la contribution, c'est une économie qui est fondée sur la déprolétarisation. C'est-à-dire qui est fondée sur, intrinsèquement fondée,
fonctionnellement fondée sur le développement et le partage des savoirs. Quand je dis les savoirs, ce ne sont pas seulement les savoirs formels, les savoirs enseignés à l'école, c'est les savoir-vivre, c'est les savoir-faire, c'est les savoirs sous toutes les formes, qui constituent d'ailleurs la saveur de l'existence. Je le dis juste en passant comme ça, mais savoir jouer au foot, savoir apprécier un margot. Tout à l'heure, j'ai passé un bon moment à déjeuner avec les gens. On a eu toute une discussion, est-ce que c'est un pauillac ou un margot? C'est un savoir, ça aussi. Tout ça, ça n'existe que si c'est partagé. Le savoir, ça ne se constitue que par le partage et la transmission. Il se trouve qu'au XIXe siècle est apparue une société fondée sur la captation des savoirs et la spoliation, disaient Marx et Engels, des savoirs. Puisque la première définition de Marx et d'Engels de la prolétarisation, c'est la spoliation des savoirs. En 1848, le prolétariat n'est pas du tout défini comme la classe ouvrière. La classe ouvrière est donnée comme un cas spécifique de ce qui va devenir le premier stade de développement du prolétariat. Et Marx et Engels disent ensuite que ça touchera tout le monde, enfin, tous ceux qui font partie du monde salarié de l'entreprise capitaliste industrielle. Et moi j'ajoute jusqu'à Alan Greenspan, je vais y revenir tout à l'heure. Et ce qu'ils disent, c'est que la prolétarisation, d'abord c'est un prolétaire, ça n'est plus un ouvrier, c'est un prolétaire précisément, parce qu'un ouvrier, ça ouvre, ça heure, ça sait des choses, ça a des savoir-faire, tandis qu'un prolétaire, ça n'a rien du tout que sa force de travail. Voilà, sa pure force de travail, nue, c'est ce que Agamben appelle d'ailleurs la vie nue. Bon. Alors, c'est pas seulement ça qu'il appelle la vie nue, mais c'est aussi ça. Nous soutenons, nous, que ce qui a craqué en 2008, c'est cette économie-là, qui produit de l'insolvabilité, de la vie sans saveur, du malaise, de la désadhésion. Et Max Weber a expliqué pendant longtemps, et ça a été repris par, comment s'appelle-t-il, peu importe, celui qui a écrit Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Boltanski, que si les acteurs du capitalisme n'adhèrent plus au capitalisme, le capitalisme ne marche plus. Très très vite, il se bloque. On est dans cette situation en ce moment. Je ne dis pas en disant ça que le capitalisme va disparaître. C'est une autre affaire. Mais pour le moment, le capitalisme va très très mal. Et nous allons très très mal avec lui. Quoi qu'il en soit, ce que nous soutenons, nous, c'est qu'une économie de contribution, donc c'est une économie de déprolétarisation. Yann Moulier-Boutan appelle ça l'économie pollen. Bon, je ne suis pas complètement en accord avec les façons qu'il a de présenter cette économie pollen, qu'en plus il rapporte un capitalisme cognitif qui ne me convainc pas beaucoup non plus, mais je dirais que c'est un peu secondaire. Par contre, je vais revenir sur la question de la pollinisation dans un petit moment, parce que je crois que ça croise la question que posait Patrick tout à l'heure sur la valeur et tout ce qui ne relève pas d'une économie de la monétarisation et qui fait fonctionner toute cette économie dont il parlait. Ça fait partie des processus de pollinisation, au sens métaphorique. Le consumérisme, dont nous soutenons qu'il est en train de s'écrouler, mais en même temps, c'est peut-être pas si simple que cela, c'est une économie qui est fondée donc sur l'extraction, la formalisation et l'automatisation des savoirs, et ce qui conduit à ce que Adorno appelait une réification, Adorno et l'école de Francfort, une réification des savoirs eux-mêmes, c'est-à-dire que les savoirs deviennent chosiques, deviennent algorithmiques, par exemple, ils deviennent machiniques, automatiques, mais c'est aussi, je dirais surtout, une réification des sachants, c'est-à-dire des individus, qui perdent leur savoir et qui sont eux-mêmes chosifiés. Et c'est ce que Gilbert Simondon appelle une désindividuation. Enfin, en réalité, je dois corriger ce que je viens de dire immédiatement, c'est pas vrai. C'est pas Gilbert Simondon qui appelle ça comme ça, c'est moi, en commentant Simondon. Gilbert Simondon n'utilise pas l'expression désindividuation. C'est moi, en paraphrasant Simondon, qui dit, voilà, c'est un processus de désindividuation. C'est quand il fait un commentaire de Marx, que je paraphrase en ce sens-là. Je soutiens, et nous soutenons Ars Industrialis, qu'entre le 19e siècle et le 21e siècle, il s'est produit ce que nous appelons donc un processus de prolétarisation généralisée. Prolétarisation des producteurs et surtout des travailleurs manuels au 19e, prolétarisation des consommateurs, c'est-à-dire non pas des savoir-faire, mais des savoir-vivre au 20e. Aujourd'hui, les gens ne produisent plus leur savoir-vivre, pratiquement. Ils se soumettent à des protocoles, en réalité, qui sont définis par des cabinets spécialisés. D'ailleurs, plusieurs types de cabinets, des bureaux d'études, des départements de R&D,
des marketeurs, enfin tout un ensemble, plus les normes qui viennent se rajouter là-dessus, la Commission européenne et tout ce que vous voulez, et qui terminent dans les agences de publicité, à la télévision et les industries culturelles. Tout ça forme un processus de captation des savoir-vivre, de digestion et de destruction en fait de ces savoir-vivre, et de remplacement de ces savoir-vivre par des modes de vie, par exemple le The American Way of Life, qui est un mode de vie, qui est le mode de vie consumériste américain, et qui sont produits en permanence à nouveau frais à travers un processus que Schumpeter appelait la destruction créatrice, et dont je soutiens moi que c'est devenu une destruction destructrice. Parce que le prix du développement de cette destruction créatrice, c'est progressivement la destruction des systèmes sociaux au sens de Bertrand Gilles, c'est-à-dire c'est la destruction des sphères familiales, des sphères éducatives comme l'école, la religion, le parti, le syndicat, etc., etc., y compris là, c'est aussi la destruction finalement des systèmes géophysiques, géographiques, psychiques, biologiques. Tout à l'heure, j'ai assisté à une exposé de Ronnie Broman sur les dangers extrêmes d'épidémies généralisées qui sont en train de monter à très très grande vitesse. Bon, voilà, ça c'est typiquement une destruction d'un équilibre du système biologique planétaire. Bon. Alors, nous posons que alors, je disais aussi, pardonnez-moi, j'ai oublié un point, au XXIe siècle, à la fin du XXe siècle, il y a un nouveau stade de prolétarisation qui est atteint, et c'est votre prolétarisation à vous et à moi, qui sommes de plus en plus conditionnés dans nos modes de fonctionnement intellectuel, noétiques, comme disait Aristote, par des dispositifs qui nous échappent de plus en plus et auxquels nous nous ajustons de plus en plus, et dont nous sommes de moins en moins des prescripteurs, et par lesquels nous sommes de plus en plus prescrits. Les big data portant ce problème à un niveau extrêmement élevé. Et je parlais de Greenspan tout à l'heure, j'en parle pratiquement partout où je passe maintenant, parce que depuis d'ailleurs 3 ans, parce que, voilà, ou même plus, parce que Greenspan a fait de cet état de fait son système de défense, quand il a été mis à la question, disons, par la Chambre des représentants, après l'effondrement de 2008, il a répondu ça, il a dit j'ai pas de théorie économique. Je le regrette, j'ai eu tort, mais j'en ai pas, et je ne peux pas en avoir de toute façon, parce que c'est pas théorisable tout ce machin. Non. Il parlait de l'automatisation, notamment, pas seulement, mais en particulier de l'automatisation financière et de tout cela. Alors, nous disons qu'à ça, il y a une alternative, que cette alternative s'appelle la déprolétarisation. Il est important que je précise ici que c'est une thèse qui est un peu en rupture avec la théorie de Marx sur le prolétariat, et en particulier sur le caractère révolutionnaire du prolétariat. Marx posait en principe, bien après 1848, plutôt dans les années 1860, que le prolétariat était une classe révolutionnaire parce que ce que Hegel appelait le travail du négatif allait le conduire, compte tenu du caractère littéralement insupportable de sa condition, finalement à reverser le capitalisme, parce qu'en plus il y avait des contradictions internes au capitalisme, baisse tendancielle du taux de profit, etc. Bon. Et bien ça, je crois que ça ne fonctionne pas du tout. Et je crois, et nous croyons à Ars Industrialis, que la positivité du changement social possible, elle est largement, pas seulement bien entendu, mais elle est largement conditionnée par un changement technologique qui constitue la possibilité de nouveaux rapports sociaux, et nouveaux rapports sociaux qui eux-mêmes constituent la possibilité de nouvelles formes de savoir, nouvelles formes de savoir-faire, de nouvelles formes de savoir-vivre, de nouvelles formes de savoir théorique. Le numérique, c'est ce qui change la situation de prolétarisation généralisée dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui comporte la possibilité d'un tel changement. Et cette possibilité-là, en fait, je n'ai pas le temps de le développer ici parce que je ne veux pas être trop long, mais si j'avais du temps, j'essaierais de vous montrer, d'ailleurs je le ferai en passant par Marx, et un texte de Marx qui s'appelle « Les fondements de la critique de l'économie politique », qui est un texte extrêmement important, qui a été très fortement commenté en Italie, mais beaucoup moins en France. Je parlerai de ce que j'appelle le processus de grammatisation, qui se produit. Et la grammatisation, pour moi, ça commence au Paléolithique supérieur, à partir du moment où les hommes préhistoriques sont capables de projeter leurs contenus mentaux sur des parois gravées, peintes ou autres, et à partir du moment où donc ils sont capables de se transmettre des expériences de pensée de génération en génération. Ce qui n'était pas possible jusqu'au Paléolithique supérieur. Il y avait des phénomènes de transmission, mais c'était des phénomènes de transmission d'expériences comportementales et non pas mentales. Des gestes en particulier, essentiellement des gestes. Toute
toute la théorie de Leroy-Gourhan est finalement une pensée de cela. Mais il y a un peu plus de 40 000 ans, des processus de grammatisation se mettent en place qui permettent la transmission de contenus mentaux, c'est-à-dire des savoirs, et qui constituent une nouvelle forme de savoir. Ils vont se développer évidemment avec les écritures idéographiques, idéogrammatiques et ensuite alphabétiques, etc. Mais qui se continuent, et c'est là que je prends une position qui n'est pas très courante dans la philosophie française notamment. Moi je dis la suite de la grammatisation qui commence au Paléolithique supérieur, après les Grecs et après l'imprimerie, eh bien c'est la machine-outil. La machine-outil est un stade de la grammatisation. En général, on ne s'intéresse pas du tout à ça. Quand on s'intéresse à l'imprimerie et à l'écriture, on ne s'intéresse pas aux machines-outils. C'est le monde du boulot, du travail manuel, etc. Quel intérêt. Le monde de la grammatisation, c'est le monde du symbolique, c'est le monde du pouvoir politique, du pouvoir religieux, du pouvoir intellectuel. Et bien, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Et d'ailleurs, je pense que Marx lui-même ne voit pas du tout les choses ainsi. Et au contraire, il y a une très grande continuité entre ces processus. Quoi qu'il en soit, nous vivons, nous, au XXIe siècle, un nouveau stade de la grammatisation. Après la machine-outil, il y a la grammatisation de la perception, à travers la photographie, le téléphone, le phonographe, etc. Et à partir de la fin du XIXe siècle, il y a la grammatisation des fonctions supérieures de l'entendement avec la mécanographie qui vont... Voilà. Et nous vivons à l'époque du numérique un processus de grammatisation qui s'étend encore à toutes sortes d'autres fonctions, et en particulier les fonctions de transindividuation, c'est-à-dire de constitution des relations sociales. Les réseaux sociaux, c'est une grammatisation du social. La grammatisation est pharmacologique et comme toujours, elle peut faire tout et son contraire. C'est pour ça que Socrate décrit la grammatisation de l'écriture comme ce qui peut détruire le savoir. Et entre les mains des sophistes, ça détruit le savoir. Même si Socrate sait très bien que c'est la condition de possibilité du savoir grec, de la loi, de la géométrie et tout ça. Nous sommes là confrontés à une pharmacologie en ce sens. Alors, ceci ayant été dit, moi je soutiens que, d'abord, les solutions aux problèmes que pose toute grammatisation ne sont jamais technologiques. Elles sont toujours sociales. Mais en revanche, je pose que le social est toujours conditionné et constitué par le technologique. Donc, dire il y a le social d'un côté et le technologique de l'autre, ça n'est tout simplement pas intéressant. Il faut les distinguer, bien entendu, parce que ce sont des pôles. Je ne vais pas développer non plus ce point-là, mais dans mon vocabulaire, ça constitue des processus d'individuation psychique, technique et sociale. L'individu psychique s'individue. Je suis en train de m'individuer comme vous, on essaie de s'individuer ensemble en ce moment. L'individu technique s'individue aussi. Il évolue, si vous voulez, pour le dire simplement, et l'individu social évolue aussi. En réalité, ce que je soutiens, moi, c'est qu'un individu psychique n'évolue jamais indépendamment des individus psychiques, des individus techniques et des individus sociaux, et réciproquement. Et que donc, on a une trifonctionnalité individuante, et qu'il faut toujours penser les trois en même temps. L'erreur est toujours de dire il y a un primat du technique sur le social, ou un primat du psychique sur le technique, ou un primat du social sur je ne sais pas quoi. Et ça s'appelle le sociocentrisme, le psychocentrisme, le technocentrisme. Et je pense qu'il faut aller au-delà de cela. C'est pour ça que je développe une théorie que j'appelle l'organologie générale, qui essaye de penser les relations entre ces trois dimensions. Quoi qu'il en soit, toute organologie est pharmacologique, c'est-à-dire qu'elle ouvre toujours un potentiel de développement opposé. Elle permet toujours la chose et le contraire de la chose. Elle constitue toujours ce que Gilbert Sondin appelle un champ bipolarisé, voilà, à l'intérieur duquel se constituent des tensions et à l'intérieur duquel se produisent des conflits, ce que Karl Marx et Engels, en 1845, dans l'idéologie allemande, décrivaient déjà en disant « le fait que l'homme soit producteur de ses moyens de production ouvre la lutte des classes ». Ça, c'est très très important. C'est une lecture, ce que je vous dis là, de Marx qui n'est pas althusérienne. Je tiens à le dire en passant, qui n'est pas non plus celle du Parti communiste français où j'ai passé une bonne partie de ma vie. Voilà. Petite partie en réalité, mais comme j'étais jeune à cette époque-là, 8 ans dans la jeunesse, ça fait beaucoup. Alors, ceci ayant été dit, qui sont des considérants généraux, maintenant je voudrais soutenir ma position par rapport à cette question économie de contribution et données personnelles. Je considère que nous, aujourd'hui, les hommes et les femmes du XXIe siècle, en 2013, nous sommes dans une situation de transition. Et ce n'est pas une question de transition énergétique ou je ne sais pas quoi, comme on le dit, c'est aussi cela, bien entendu, mais fondamentalement, beaucoup plus fondamentalement, c'est une question de transition de modèle industriel. Nous avons connu un modèle industriel au XIXe siècle qui ne redistribuait pratiquement pas. Enfin, il redistribuait, mais
de manière aussi limitée que possible, c'était le modèle du capitalisme européen. Ensuite, nous avons connu un modèle industriel capitaliste qui redistribue, plus ou moins, c'est le modèle consumériste américain, à la façon de Ford, de Keynes, de Roosevelt, etc. etc. Et nous sommes aujourd'hui dans un modèle industriel eh bien, qui est vectorisé par un devenir qui est littéralement dramatique. Alors là. Et ce sera le sujet des entretiens du nouveau monde industriel qui se tiendront au Centre Pompidou les 16 et 17 décembre, auxquels je vous invite chaleureusement, où nous allons parler de ce que nous appelons l'automatisation généralisée, qui est un sujet dont j'ai parlé d'ailleurs dans le livre co-signé avec un certain nombre de personnes ici présentes, dont Pierre et d'autres, et Francis Jutan, qui est la mutation, je ne me souviens plus du titre exact d'ailleurs. La métamorphose, voilà, la métamorphose. Et, enfin, la mutation, c'est aussi une mutation, bien entendu. Et dans ce livre-là, j'avais commencé à en parler, mais j'ai un peu développé plus cela au mois de décembre, bientôt. Je soutiens que nous allons vers, en m'appuyant d'ailleurs sur une thèse de Francis Jutan notamment, qui est ce que dit Francis à propos du pouvoir intégrateur du numérique, nous allons vers une automatisation généralisée, où absolument toutes les fonctions, enfin pas toutes, il y aura des exceptions, mais même par exemple la chirurgie, vous avez entendu parler de ça, hein, l'entrée en bourse récente il y a 3 semaines ou un mois d'une start-up qui a l'exclusivité de l'exploitation des brevets de l'intervention chirurgicale du cancer de la prostate, bon, avec un robot. Mais ça, c'est un cas, même dans ces cas-là, voilà, on va vers une automatisation, mais ça va extrêmement vite, extrêmement loin, l'automatisation aujourd'hui. Et si aujourd'hui elle ne se développe pas, en réalité, c'est parce que tout le monde en a la trouille, mais elle va se développer. Elle va inéluctablement se développer à mesure que tous les réflexes, je dirais, fordo-keynésiens tombent les uns après les autres. Et nous avons vraiment intérêt à nous y préparer. Parce que si nous ne nous y préparons pas, et si nous ne préparons pas un scénario rationnel de vie dans cette société-là, ça va être très très dur. Hein, parce qu'une grande partie de ces automates s'appelleront des drones. Voilà. Et ils seront là pour nous surveiller et nous canarder si nous ne tenons pas à carreau. Alors, nous sommes dans une situation de transition qui nous conduit, au bout de la transition, vers à la fois ce que je soutiens, une économie de contribution, non plus une économie consumériste, et d'autre part, une économie fondée sur une automatisation généralisée. Mais cette économie de contribution dont je vous parle n'est pas nécessairement une bonne chose. Ce n'est pas parce que c'est une économie de contribution, et ça peut être une économie de contribution perverse. On me dit souvent que je suis optimiste, et puis on me dit aussi très souvent que je suis pessimiste. Parce qu'il y a des gens qui n'assistent pas à toutes mes... Il y en a qui arrivent au début de mes interventions, ils se disent « Oh là là, ce type est complètement pessimiste, il est idiot, il s'en va ». Et puis il y en a d'autres qui n'arrivent qu'à la fin, et ils disent « Oh mais il est complètement pessimiste ». Et voilà. Donc, je suis ni pessimiste, enfin je suis optimiste et je suis pessimiste, c'est-à-dire je suis cyclotimique et mélancolique, donc beaucoup de mélancoliques sont cyclotimiques. Mais je fais de la philosophie pour lutter contre mes accès de cyclotimie, donc pour essayer de n'être ni pessimiste, ni optimiste, mais rationnel. Ce qui est plus que difficile. Mais je ne suis pas pessimiste ou optimiste parce que je ne suis pas fataliste. Le pessimisme, c'est un fatalisme négatif, l'optimisme, c'est un fatalisme positif. Et moi, je pense qu'il faut avoir une perspective thérapeutique sur une situation pharmacologique. Je veux dire par là que nous sommes face à une pharmacologie, ce n'est pas du tout nouveau, simplement celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est spécialement brutale parce qu'elle va extrêmement vite, elle est extrêmement englobante et a des capacités d'intégration, comme je le disais tout à l'heure, avec l'automatisation absolument remarquables. Et ce que je crois, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à un vrai défi, là, il n'y a aucun doute, qui est capable de produire des prescriptions thérapeutiques par rapport à cette pharmacologie, c'est-à-dire faire en sorte que ces pharmacas de poison deviennent remédiants, et ça suppose de mobiliser des bonnes volontés. Ce que j'appelle une bonne volonté, c'est une volonté de bonne qualité. Parce que une bonne qualité, ça ne veut pas dire forcément un très grand nombre. Je ne crois pas que les changements importants soient portés par les grandes masses. Je crois par contre qu'ils sont portés par les bonnes volontés. Ce que j'appelle une bonne volonté, c'est une volonté rationnelle. Le monde actuel est très irrationnel. Alors, les mondes sont toujours plus ou moins irrationnels. Aujourd'hui, le monde actuel est très 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 irrationnel.
irrationnel, c'est-à-dire qu'il détruit ses propres conditions de possibilité, c'est connu, c'est identifié, le MIT en a parlé dès 1970, et on pourrait le décrire beaucoup plus précisément maintenant, je ne vais pas le faire. Ça, c'est une situation pharmacologique, donc nous avons à analyser la dimension pharmacologique de cette irrationalité pour essayer de produire à partir de cette pharmacologie une rationalité pharmacologique, c'est-à-dire une thérapeutique. Pour ça, il faut faire des analyses pharmacologiques, produire des typologies pharmacologiques. Par exemple, eu égard à ce que je disais sur le modèle consumériste et le modèle contributif, qu'est-ce que Google ? Est-ce que c'est une société contributive ? Est-ce que c'est une économie contributive ? Qu'est-ce que Facebook ? En quoi Facebook et Google se ressemblent et divergent profondément, etc. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Sachant que, ça vous le savez, c'est une tarte à la crème, donc vous le savez, mais je vais quand même le dire. Pour moi, le modèle, la matrice en tout cas, qui donne à penser le contributif au départ, c'est quelque chose qui ne repose pas du tout sur le partage de données personnelles, c'est le logiciel libre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui repose sur le partage des savoirs, la mise en commun des résultats des savoirs, la co-individuation et la transindividuation des savoirs, et c'est là qu'on a affaire à un modèle qui ne passe pas par la prolétarisation. Et je suis émerveillé depuis presque 20 ans maintenant, depuis qu'à l'INA j'ai découvert des modèles de logiciels libres, de voir une industrie qui repose sur la déprolétarisation. Parce que c'est ça le modèle de logiciel libre. Alors là aussi, il faudrait, comme je disais, contribution et Google, il faudrait dire logiciel libre et open source. Parce que le logiciel libre et l'open source, ce n'est pas la même chose, même s'il y a des facteurs communs qu'il faut analyser de très près dans leur convergence et leur différence. Quoi qu'il en soit, eh bien, typiquement, pour moi, Google n'est pas une économie de contribution, même si c'est une économie qui passe par la contribution, mais qui reconsumérise la contribution, et à très haute dose en plus. En disant cela, je ne fais pas une critique de Google, c'est un état de fait. Google est une machine formidable, je suis un praticien totalement addict d'ailleurs, mais donc c'est pas du tout une critique que je fais de cette entreprise, de son éthique ou je sais pas quoi, comme les philosophes le font très souvent. Non, je dis voilà, c'est comme ça. Il y a évidemment une dimension contributive dans Google, que, comme l'a dit Patrick, Google fonctionne grâce à Google ou YouTube, fonctionne grâce à nos contributions. Sans nos contributions, ça n'existe tout simplement pas, Google. Donc c'est évidemment une industrie de la contribution. Et en même temps, ça n'est pas une économie contributive. Parce que si on dit l'économie, c'est le modèle d'affaires n'est pas du tout contributif. Le business, la plus-value n'est pas produite simplement par la contribution, mais par la vente de la contribution sur un marché de consommation, à des consommateurs que nous sommes aussi. Ceci, il faudrait donc en faire une analyse détaillée, il faudrait passer par les big data également, qui sont en train de donner à ces questions une dimension, je ne sais pas comment l'appeler, méta et infrastructurelle. Les big data, c'est pas un truc, c'est pas un nouveau truc. Les big data, c'est un changement de seuil, un franchissement de seuil, un changement d'échelle, derrière lequel se produit la mise en place d'un réseautage entre des contributeurs volontaires ou involontaires, et quand ils deviennent involontaires, ils deviennent très vite des hyperconsommateurs, ils sont très vite rapportés à un statut d'hyperprolétarisation. Je ne parlerai pas du human computing, enfin de toute cette organisation du travail maintenant qui est produite par ce type de, vous savez, ces micro-contributions qu'on rémunère un cent à l'acte, etc., qui sont un nouveau stade de la prolétarisation, un stade extrêmement dur, quoi, hein, qui déterritorialise complètement et qui détruit toutes les structures de protection sociale, les communautés de travail, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne vais pas parler de tout cela, il faudrait le faire, bien entendu. Faire une typologie pharmacologique des types de contributions, ça passerait évidemment par là. Il faut le faire très en détail. Il faudrait le faire, comme Patrick a analysé très en détail des éléments de valeur économique à travers tout cela.
je n'ai pas le temps de le faire, et en plus, j'en ai pas vraiment forcément la compétence. Mais en revanche, je voudrais aller vers une métaphorisation, une allégorie de ces questions pour atteindre la dramatisation dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une époque de prise de décision. Comme d'ailleurs, à chaque fois qu'une société ou une période historique de l'humanité doit prendre des décisions, elle se sent totalement dans l'incapacité de les prendre. C'est toujours quand on a à prendre de grandes décisions qu'on a le sentiment qu'on est incapable de prendre une décision. C'est dans ces moments-là qu'il faut prendre des décisions, justement. Parce que quand on a l'impression qu'on est capable de prendre des décisions, il n'y a pas vraiment de décision à prendre, on reconduit un certain nombre de choses plus ou moins routinières et on gère, comme on dit, on gère les choses. Là, on ne peut pas se contenter de gérer. On est évidemment dans une métamorphose. Cette métamorphose appelle, selon moi, une décision quant au passage du consumériste au contributif. Et une décision pour définir non seulement une économie de contribution, mais une politique contributive, une politique de la contribution. Quand je dis une politique, c'est-à-dire quelque chose qui, je prends le mot politique au sens où Jean-Jacques Rousseau dit que le contrat social est produit par une volonté collective, etc., etc. Ça fait très ringard de parler comme ça, mais je suis assez ringard en fait. Alors, la décision, je voudrais pour en esquisser de manière un peu caricaturale à certains égards les deux pôles, les deux grands pôles, je voudrais la figurer par deux allégories. Une que j'appellerais l'allégorie de la fourmilière et l'autre l'allégorie de la ruche. L'allégorie de la fourmilière, j'en ai déjà parlé, c'est le titre d'un chapitre d'un livre que j'ai publié il y a 8 ans, je crois, ou 7 ans. Le chapitre a pour titre donc Allégorie de la fourmilière numérique. Ce livre s'appelle De la misère symbolique, et dans ce livre-là, j'avais affirmé qu'allait apparaître le social engineering, les réseaux sociaux, qui n'existaient pas vraiment encore à l'époque, commençaient à peine, et que ces réseaux sociaux allaient poser un problème, à savoir la possible régression des sociétés humaines au stade de ce que j'appelle donc des fourmilières numériques. Si je dis cela, c'est parce qu'il y a une vingtaine d'années, à l'université de Compiègne, où j'avais créé un laboratoire qui s'appelle COSTEC, et avec Charles Lenay, qui travaillait sur les systèmes multi-agents, la vie artificielle, avec John Stewart également, etc., nous avons monté un partenariat avec le Laforia, Paris 6, et une équipe d'informaticiens et d'entomologistes qui travaillaient sur des fourmis d'un type particulier, dont vous avez entendu parler certainement, qui sont des fourmis qu'on trouve en Europe, en Amérique centrale, au Mexique, et qui sont des fourmis qui sont intéressantes parce qu'elles sont très très grosses, plus d'1 centimètre. Et elles ne sont pas nombreuses. Une fourmilière est constituée de 50 individus, donc on peut les attraper, les étiqueter, on peut mettre des caméras infrarouges et les tracer absolument en permanence. Et à partir de là, on peut les modéliser, on peut en faire des systèmes multi-agents. Et deux chercheurs qui s'appellent, je crois, j'espère que je n'écorche pas leur nom, Erso et Lachaud, ont travaillé sur ces fourmis et ont pratiqué ce qu'ils ont appelé des sociotomies, c'est-à-dire dans une fourmilière, il y a une petite dizaine de fonctions. Si vous enlevez toutes les fourmis qui accomplissent une fonction, par exemple qui s'occupent des nurses, eh bien toutes les autres fourmis tendent à devenir des nurses. Dans ces fourmis-là, hein, parce qu'il y a des fourmilières qui ne sont pas organisées comme ça, mais beaucoup de fourmis sont organisées de cette manière. Et en fait, il en va ainsi parce qu'une fourmi, lorsqu'elle s'occupe des nurses, eh bien, elle envoie des messages, on lui dit « je m'occupe des nurses ». Il y a des gens ici qui sont dans cette salle qui sont en train de tweeter en disant « j'écoute Stigler ». Et Twitter, dont l'IRI est partenaire, pour lequel l'IRI a développé des applications comme Polemic Tweet en particulier, et les réseaux sociaux, plus généralement, ce sont des réseaux qui produisent ce que j'appelle des phéromones numériques, puisque ces messages que produisent les fourmis s'appellent des phéromones, ce sont des messages chimiques. Les odeurs, ce sont des phéromones aussi. Hein. Chez l'homme, l'odeur joue un rôle très très mineur, purement décoratif, mais chez les animaux, c'est extrêmement important. Et les comportements sociaux sont régulés en grande partie par les odeurs émises par les animaux, en particulier chez les fourmis. C'est extrêmement important chez les fourmis, ces odeurs. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à certains égards,
les réseaux sociaux se substituant progressivement à tous les processus de régulation sociale qui produisaient du symbolique par toutes sortes de voies, dans la famille, à l'école, à l'église, politiquement, à l'armée, tout ce que vous voulez, et par lesquels nous étions des sujets, des individus participant à la construction de leur milieu symbolique. Hein. C'est-à-dire qu'en parlant, je modifie la langue, c'est ce que Saussure nous a appris il y a plus d'un siècle. Je contribue à son évolution. En travaillant comme ouvrier, par exemple, je contribue à l'évolution des outils, à l'évolution du travail de mes collègues, etc. Je suis un compagnon. Eh bien, la prolétarisation, c'est ce que court-circuite tout ça. Vous ne contribuez plus à l'évolution des outils, c'est le bureau d'études de l'usine qui s'en occupe. Vous ne contribuez plus à l'évolution du langage, ce sont les cabinets de marketing qui s'en occupent. Et vous ne contribuez plus à l'évolution des règles sociales, c'est Facebook qui s'en occupe. Ça, c'est un pôle, c'est le pôle de la fourmilière numérique. Il y a un autre pôle que j'appelle la ruche noétique. Et je reviens à Moulier-Boutan et à son économie pollen, à son image de la pollinisation. En fait, moi, je rapporte beaucoup à Amartya Sen. Parce que je soutiens que ce que dit Amartya Sen sur la capacitation et les capabilities, c'est très étroitement reliable à ce que disait Marx sur la prolétarisation et ce que nous disons, nous, sur la déprolétarisation. Lorsqu'Amartya Sen dit une société qui perd ses capacités, c'est une société qui se porte très très mal, avec cette référence que vous connaissez sans doute, qui est que l'espérance de vie au Bangladesh au cours des années 70 est plus élevée qu'à Harlem. Bon, c'est quand même assez frappant. Et Amartya Sen a passé une grande partie de son temps à montrer que c'était lié au fait que la société des Bangladais développent des capacités que les gens de Harlem, qui sont des consommateurs, perdent. Et je pense que c'est extrêmement important ici de voir le rôle des savoirs, et ça apporte peut-être des éléments de réponse à une question que posait Patrick tout à l'heure, dans l'économie. Et si on prend le mot économie, non pas au sens de l'économie financière, de l'économie capitaliste, mais l'économie tout court. C'est-à-dire l'économie, c'est comment on vit ensemble et comment on arrive à faire subsister la société, qu'elle se reproduise, qu'elle se développe, qu'on puisse élever des enfants, etc., etc. Dans ce contexte-là, je pense que la pollinisation est une question absolument fondamentale. Les valeurs sociales, en règle générale, sous toutes leurs formes, sont des valeurs pollen. Je parle de ruche noétique ou d'abeille noétique. Si j'emploie le mot noétique, c'est parce que c'est un mot un peu suranné, mais c'est un mot qu'employait Aristote pour nous décrire nous. Il disait nous sommes des âmes noétiques. Noétique veut dire, ça vient de nous, nos, qui veut dire en grec à la fois esprit et intellect. On traduit en latin par spiritus et intellectus. C'est ce qui constitue notre capacité de discernement, de décision, de dialogue, de notre logos, etc. Notre capacité, finalement, à ne pas être piloté par des automatismes, comme les fourmis, qui sont pilotées par un système génétique, mais à modifier les règles et à contribuer à l'évolution du système. C'est la faculté contributive. Cette faculté contributive, Socrate l'appelle d'ailleurs la faculté dialogique, voilà, qui est aussi une faculté maïotique. Qu'est-ce que dit Socrate? Il dit, je vais féconder, voilà, le logos, c'est une fécondation des esprits par les esprits. Cette fécondation, elle se produit, selon moi, tout à fait comme les abeilles produisent la pollinisation sur la planète. Tout le monde le sait, parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Jean-Claude Amezen, avec qui j'étais hier, en fait un sujet sur France Inter, donc ça devient un sujet très très sensible. Et puis tout le monde a entendu dire un jour qu'Einstein aurait prétendu que l'humanité disparaîtrait parce qu'elle détruit les abeilles. Il se trouve qu'aujourd'hui, les abeilles, elles disparaissent vraiment. Et que, par exemple, en Chine, on essaye de les remplacer par des actions humaines et que ça coûte extrêmement cher et que ce n'est pas possible, en réalité. On s'en aperçoit très très bien. Et que l'abeille, vous savez bien, sa grande fonction sociale, c'est la pollinisation, mais sa rentabilité économique, c'est le miel, qui n'a rien à voir avec la pollinisation. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais disons que c'est totalement mineur comme enjeu économique, le miel. Par contre, la pollinisation, c'est un enjeu fondamental, porté par les hyménoptères, dont les abeilles sont les plus grands représentants. Moi, je soutiens que dans une société noétique, spirituelle, la pollinisation de l'esprit est fondamentalement irréductible, et qu'il est possible de concevoir, et c'est là que vers ça que je vais conclure, il est possible de concevoir une technologie de contribution et une économie de contribution qui repose sur une économie pollen noétique, qui consiste à financer finalement un temps fécond plutôt qu'un temps perdu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si
on prend au sérieux ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas obligé, hein, peut-être que je me trompe, mais si on prend au sérieux ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'automatisation généralisée est en route et qu'on ne l'arrêtera plus, c'est ce que je crois. C'est ce que croient beaucoup de gens d'ailleurs. Les gens ne le disent pas, parce que ça leur fait peur, mais ils le croient profondément, les gens qui sont bien informés. Alors, une chose est absolument évidente, c'est que la redistribution qui a été opérée par Keynes à partir de 1933 avec Roosevelt, c'est terminé. Cette redistribution se faisait par le salariat, c'est-à-dire la transformation d'une partie du temps passé à l'usine, sacrifié à l'usine, en un pouvoir d'achat qui allait me permettre de devenir consommateur et de faire que le système fonctionne. Parce que les trucs que je produis à l'usine, il faut ensuite que les gens les achètent. Ce système-là, dans le système de l'automatisation généralisée, il n'est tout simplement plus concevable. À partir de là, comment est-ce qu'on reconçoit la production et la circulation de la valeur? Eh bien, c'est une autre économie du temps. Et c'est une toute autre conception du travail. D'un travail qui n'est pas nécessairement salarié, qui n'est pas nécessairement ce qui coïncide avec un emploi, comme par exemple les intermittents du spectacle. Une grande partie de la valeur qu'ils produisent ne correspond ni à un salaire ni à un emploi, mais elle est prise en charge par une mutualisation de la circulation du pollen. Alors là, les intermittents du spectacle, c'est vraiment du pollen. Et c'est-à-dire que c'est une fécondation des esprits. Ça me donne à penser de voir du Shakespeare, etc., etc. Ça me féconde véritablement. Mais en fait, moi, ce que je soutiens, c'est que toutes les formes de savoir, y compris la cuisine, ou savoir distinguer un margot d'un pauillac, c'est de la pollinisation. Et qu'à partir de là, la grande question, c'est de soutenir cela. Alors, pour vous dire un mot de ce que fait l'IRI en ce moment, et qui se rapporte à ces questions, je voudrais terminer en disant ceci. Vous avez entendu dire, bien entendu, je sais que d'ailleurs que l'Institut Télécom y travaille très directement, vous avez entendu dire que les MOOC sont l'avenir de l'enseignement supérieur, et vous avez peut-être quelques doutes. Et en même temps, si vous suivez ces choses-là, vous savez que même si vous avez des doutes, on peut avoir aussi des doutes sur les réseaux sociaux et tout ça, ça se développe. Hein. Donc, c'est en train de se développer, puis ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Personnellement, je considère que les MOOC, c'est une situation tout à fait transitoire qui se déploie dans une époque du web qui est caduque. Je veux dire par là que je vous parlais d'abeille noétique. L'abeille noétique par excellence, c'est l'abeille dialectique, pas au sens de Hegel ou de Marx, mais au sens de Socrate. C'est-à-dire c'est l'abeille dialogique qui, en discutant et dans la confrontation, contribue à la production du savoir. Et cette abeille-là, elle est constituée par la controverse, la polémique, ce qui fait que le savoir se transforme en permanence. Il y a toujours quelqu'un qui vient objecter, un père qui vient objecter à d'autres pères, quelque chose qui fait avancer le savoir. Et la pollinisation noétique, c'est d'abord la production des savoirs dans la confrontation des sachants, de ceux qui savent quelque chose. Aujourd'hui, le web devrait être mis au service d'une pollinisation, d'une fécondation noétique à travers des fonctions qui relèveraient de ce que j'appelle une herméneutique contributive et qui reposerait sur ce que j'appelle une catégorisation contributive. Aujourd'hui, la catégorisation, elle est produite par quoi? Elle est produite par les big data, de plus en plus, ou par des technologies de ce type. Et les big data sont des... Alors, les big data, il faudra en parler, je voulais le faire, mais je vais m'arrêter parce que je ne vais pas être trop long. Enfin, juste un mot, les big data, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de traiter très vite de très grandes masses de données, plusieurs centaines de milliards, comme vous le savez, de données simultanément. Et comme ça se produit en temps réel, à notre échelle de perception, c'est du temps réel, ça crée une performativité automatique absolument redoutable. Absolument redoutable. Et alors là, c'est la fourmilière numérique à l'échelle planétaire qui porte 7 milliards, 2 milliards d'internautes, disons, et qui fait que ces internautes, à peine ont-ils eu un comportement, il est déjà en train d'être renforcé par l'effet réseau, etc. Et donc, il est complètement canalisé par les gens qui exploitent ces données du big data, parce que ces données de big data sont évidemment exploitées dans les champs vectorisés par des intérêts. C'est une évidence. À cela, je soutiens, moi, qu'il faut opposer une nouvelle conception du web, qui n'est pas une conception du web sans automate, bien entendu. Le web ne marche qu'avec des automates, mais d'un web qui repose sur la possibilité de produire de la catégorisation contributive, c'est-à-dire sociale, et qui permet à des gens sur le web de se distinguer dans leurs interprétations, par exemple, d'un certain nombre de données, et de créer des communautés d'interprétation et de s'affronter avec des arguments de toutes sortes, qui
sont des arguments logiques, qui sont des arguments artistiques, qui sont des arguments de toute politique, et qui vont, à travers ce que j'appelle une organologie de la confrontation, de la controverse, produire de nouveaux processus d'individuation collective. Si vous voulez, pour conclure, je pense qu'un enjeu fondamental d'une économie de la contribution telle que je la désire, comme beaucoup de gens la désirent, par exemple ceux qui incarnent l'espoir que constituent pour eux, par exemple, des modèles d'organisation du travail comme le logiciel libre. Et il y en a beaucoup des gens comme ça dans le monde aujourd'hui. Il y en a des millions, des dizaines, des centaines de millions. Eh bien, je soutiens qu'il faut développer aujourd'hui une nouvelle conception du web qui permette de mettre le web au service non pas d'une calculabilité généralisée sur les données, mais de la possibilité de tracer des incalculabilités sur les données. Il y a des données qui ne sont pas de l'ordre de la calculabilité, parce que ce qui est calculable, c'est ce qui est analysable uniquement par des automates qui sont des extensions de l'entendement au sens d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant disait « L'entendement, c'est une faculté analytique. Elle ne fait que dérouler des conséquences, et on peut parfaitement l'automatiser. On peut parfaitement la transformer dans des systèmes algébriques. Ou des trucs. La raison, en revanche, disait-il, c'est quelque chose qui est synthétique, c'est-à-dire que ça n'est pas une faculté analytique, ça nécessite des interprétations. Et ça nécessite des prises de décision, ça nécessite des volontés. Et donc je pense qu'il faut reconstruire un web qui soit rationnel, c'est-à-dire qui permette de développer l'automatisation de l'entendement au maximum, mais qui permette aussi de ressortir les fonctions rationnelles, c'est-à-dire de la raison, à travers des débats publics qui sont scientifiques, politiques ou autres. Et ça, c'est ce qui permettrait de constituer une vraie économie de la contribution, qui devrait se développer, selon moi, à travers d'abord l'enseignement supérieur, la recherche, etc., mais aussi qui devrait développer un nouveau droit du travail, une nouvelle régulation, une nouvelle redistribution, qui d'ailleurs n'est pas absolument contradictoire avec ce que disait Milton Friedman, puisque vous savez que même Milton Friedman disait qu'il fallait organiser des processus de redistribution de ce type-là, mais il ne pensait évidemment pas à l'économie de la contribution. Par contre, il pensait à la nécessité de redistribuer sur des critères qui ne sont pas seulement ceux du marché. Aujourd'hui, moi je pense que le marché, qui ne disparaîtra pas avant bien longtemps, n'est plus le critère. C'est un critère, mais ce n'est pas le critère. Le critère, c'est la production de négantropie. Et le marché est devenu absolument anthropique, surtout avec les technologies automatiques. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'économie de la contribution. Merci de votre attention.